Je suis la fierté qui unit 11 millions d'hommes et de femmes. 23 agences, plus d'une trentaine de guichets automatiques. Votre banque. Je suis la capitale du transit et du trafic. Plus de 160 000 clients satisfaits chaque année. Plus de 520 milliards de francs CFA de prêts octroyés par votre banque. Je suis le lien qui nous unit depuis plus de 20 ans. Un peuple, un pays, votre banque. NCA Bank est fier d'être au Bénin et désormais dans 4 autres pays. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Mais tout n'est pas faux non plus. Vous, quand vous regardez un peu la géopolitique au niveau des pays francophones, quand vous regardez un peu tout ça, depuis quand est-ce que les peuples africains ont commencé à élire vraiment leurs dirigeants? Parce que nous savons que le premier dirigeant a été choisi par la France. Depuis quand est-ce que nous avons commencé à élire nos Non, si vous parlez d'élections, ça c'est un autre dossier à part, dont nous devons parler à part. Cela n'est pas exclusivement lié au contexte relatif à l'indépendance. Parce que nous ne l'aurons pas. Beaucoup de nos dirigeants sont corrompus. Beaucoup de nos dirigeants se terrent au pouvoir. Beaucoup de nos dirigeants ont appris à ne se séparer de rien. Et la France n'est pas responsable exclusivement de tout cela. Que cela ne vous étonne pas. Que je vous dise par exemple qu'au Cameroun, la libération de l'opposant Maurice Kamto, président du MRC, d'accord, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a été l'œuvre d'Emmanuel Macron. C'est lui qui a mis la pression sur Paul Biya pour qu'on assiste à cela. Le président Sassou au Congo, c'est la France qui lui a mis la pression pour que Henri Lopez ne soit pas élu à la tête de l'OIF. C'était son candidat. Vous allez me dire que c'est lié à un contexte géopolitique de l'époque, parce qu'il avait été soutenu jusqu'à un moment donné. Mais c'est vrai. Mais la France, c'est aussi vrai que lorsque vous la servez et qu'elle trouve ses intérêts avec vous, elle vous protège jusqu'au moment où elle n'a plus ses intérêts avec vous. Elle l'a dit. Elle n'a que des intérêts et non des amis. Pourquoi est-ce que vous voulez dissocier les élections alors que dans votre développement, on sent très bien que tout est lié, puisque les élections conduisent à la gestion économique et qu'on sait ensuite ce qui se passe après et que la France a des intérêts qu'elle doit préserver. Le contexte électoral, c'est vrai, le lien entre élections, gestion politique, gestion économique, d'accord, relations internationales, diplomatie, géostratégie à l'international, le lien est tout fait. Mais il n'y a pas que ça. Dans la mesure où les 10 candidats de la France, à tout point de vue, n'ont jamais été ceux qui ont été forcément élus. Écoutez, le président Bongo, je parle d'Ali Ben, n'a forcément pas été le candidat de la France. Au Bénin, Patrice Talon n'a forcément pas été le candidat de la France face à Lionel Zinsou. Oui, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara était le candidat de la France face à Laurent Gbagbo. Mais n'oubliez aussi pas que le FPI de Laurent Gbagbo appartient à l'international socialiste tel que le PSD, ancien PSD de Bruno Amoussou, mais qui n'était pas le candidat de la France. Donc, ce n'est pas automatique. Il faut toujours faire attention et considérer les donnes au cas par cas. Mais c'est vrai que ce que vous dites comporte un grand fond de vérité. Toutefois, même si les candidats de la France ne le passent pas, après les élections, on retrouve quand même une proximité systématique entre ces chefs d'État et l'ancien gouvernement. Mais il faut coopérer. Il y a la logique de la coopération internationale. Pour qui que vous soyez, pour quelque chef d'État que vous soyez, n'importe où dans le monde, il y a les relations diplomatiques, des accords de coopération qui sont noués avant que vous ne preniez le pouvoir. Et par rapport à ça, donc, il y a des contraintes à observer. Nous sommes en train de passer environ 25 minutes
il nous reste moins de 5 minutes sur cette émission. Nous allons grignoter un peu sur le temps parce qu'il reste beaucoup d'autres pans, beaucoup d'autres chapitres que nous n'avons pas encore abordés. De 1960 à 1990, les pays africains n'ont pas vraiment décollé. Pour la plupart, c'était des conflits. Non, je ne dirais pas ça systématiquement. L'instabilité, je vais poser ma question. Non, il n'y avait pas d'instabilité, par exemple, en Côte d'Ivoire. Et vous savez justement, très bien qu'est-ce qui a fait cette disparité-là, par exemple? C'est la question que j'allais vous faire. Qu'est-ce qui a fait cette disparité-là, par exemple, que certains pays n'ont pas du tout décollé, dans certains pays, on a constaté des coups d'État tout le temps, des conflits interarmés même par endroits. Qu'est-ce qui a fait cette disparité et pourquoi, de façon générale, les pays francophones sont toujours à la traîne? Ah oui, le point de chute de votre questionnement me paraît assez important. Pourquoi, au regard des accords anciennement conclus avec la France, aucun pays fort, puissant, économiquement dans le monde n'utilise la culture et la monnaie des autres? Et de ce point de vue, je soutiens la vision Lama, langue, monnaie, armée. Ces pays-là ne disposent pas de réelles armées. La France a installé dans la plupart de ces pays des bases militaires. Et au fond, ça lui permet de contrôler ces pays. Au fond, du point de vue armé. La France a imposé sa culture à tous ces pays. Vous avez vu, le Rwanda a dit non. Vous avez vu ce que le Rwanda est devenu pour avoir dit non. Et le cas du Rwanda est tellement illustratif à cet effet que ceux qui devraient enseigner l'anglais, ceux qui doivent l'apprendre, tous s'y ont mis le même jour. Et aujourd'hui, au Rwanda, le français est devenu uniquement la langue de l'élite. Je ne vous arrête pas, mais quand on fait ce raisonnement, quand on dit que nous avons tout copié de la France du colonisateur, c'est également la même chose qui a été fait, c'est la même chose qu'on remarque au niveau des pays anglophones où les Ghanéens, les Nigérians et d'autres pays qui ont eu comme colons ou colonisateurs la Grande-Bretagne se retrouvent plus dans une culture anglophone. C'est la même chose. Quand on prend par exemple Hong Kong, c'est la Grande-Bretagne, on se retrouve plus également dans un schéma du genre. Le mode de colonisation n'a pas été le même. Écoutez, la France, cherchant à vous coloniser, vous arrache toute votre culture, vous donne la sienne, sans que vous n'ayez le droit de devenir français, racle tout et amène tout chez elle. Tel n'était pas le cas du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'était préoccupée que par les ressources en termes de matières premières. Alors, observez, beaucoup d'anglo-saxons ne portent que des noms de leur culture. Combien de présidents nigérians vous connaissez avec de prénoms anglo-saxons? Pourtant, ils en ont, mais ce n'est pas utilisé. On vous parle de Kwame Nkrumah. D'accord? Bon, donc ça c'est une vérité. Oui. Donc ce qui préoccupait le colonisateur anglais, c'était beaucoup plus les ressources. Et qui mettait en place la technologie qui était importante en ce moment pour pouvoir extraire. Ce n'était pas tout à fait le cas de la France, qui prenait tout et donnait peu. Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne donnait quand même ce qui était nécessaire. Et maintenant, prenez ce qu'elle pense qu'elle devrait prendre sans vous arracher votre culture. Alors, vous allez voir qu'en termes d'émancipation culturelle, les anglophones le sont plus que nous autres. Observez bien toute l'Afrique colonisée et vous comprendrez que c'est une vérité, c'est comme cela que ça avait fonctionné. Alors, parlons donc du Dahomey, puisque le temps parti à cette émission file très vite. Alors parlons maintenant du Dahomey. Alors après 100 ans d'indépendance, la courbe du développement, ce qu'elle est, nous constatons cela avec assez de disparités par endroit. Quel bilan vous faites de ce parcours en 60 ans? Nous sommes partis comme ça parce que au fond, on va y aller en 3 étapes, politique, sociale et économique. Au fond, quand on est arrivé en 60, moi je croyais qu'on allait parler un peu de les premières tendances politiques avec la création du GN, groupement ethnique du Nord, l'IDD, le PRD, qui étaient les 3 grands partis politiques avec
la subdivision tripartite du pays, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on aille au triumvirat, et puis le coup d'État du jeudi 26 octobre 1972, mais bon, on est parti. Puisque nous allons parler des progrès, le temps est parti. Puisque nous allons parler des progrès au plan économique, vous pourrez brosser le sujet, mais très rapidement. Écoutez, au plan économique, au plan politique, commençons par le plan politique. Le plan politique. Oui. Non, en fait, moi, j'observe une spécificité, d'accord, à chacun des chefs d'État qui ont dirigé le Bénin. Nous sommes d'accord que de 60 à 72, c'était une effervescence totale. Ce n'était pas une dynamique. On ne pouvait rien faire de sérieux. C'est pas une question en tant que telle. Est-ce qu'on devait voir la main de la France derrière ce qui s'est passé de 60 à 72? Pourquoi nous allons chercher à voir la France en tout et partout? Là, vous incriminez les acteurs du dedans? Oui, à l'intérieur. Il n'y avait pas beaucoup d'entente. Si vous prenez les coups d'État répétés, ce n'était pas tellement l'affaire de la France. C'était que nous-mêmes, nous étions préoccupés par telle ou telle chose. On ne donnait pas le temps au temps, on était pressés, parce que déjà, seulement en 63, déjà, on a le tout premier coup d'État. Seulement en 63. Et on est resté dans un soubresaut de coups d'État jusqu'en 72, où le général Mathieu Kérékou est venu. Bon, il était commandant à l'époque. Et ce n'était même pas lui le commanditaire, c'était les 3 ans. Assoba, Ike, Aladaer. Vous voyez un peu. Bon, donc, la France observait, encadrait, cadrait, orientait tel qu'elle pouvait en ce moment. Pendant ce temps, les pays tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, jouissaient d'une grande stabilité. Le Cameroun, n'en parlons plus. Donc, nous étions ceux qui étaient les plus malades donc, dans cette Afrique-là. Nous l'avons fait jusqu'en 1972 avec une stabilité relative, d'accord, jusqu'en 1990. Et là, il y a eu quand même des prouesses économiques. D'abord, du point de vue politique, à partir de 1975, allez, nous sommes alignés, d'accord, le marxisme-léninisme, que d'aucuns appellent le pseudo-marxisme-léninisme, mais qui a quand même permis d'apporter l'ordre et la discipline, qui a permis quand même d'avoir une idéologie politique. Est-ce que c'était la meilleure idéologie à l'époque? Non, par rapport aux réalités du contexte, ça pouvait régler 1 ou 2 problèmes, mais pas tous les problèmes. Parce que ça a quand même permis d'avoir une idéologie politique ferme. Ça a permis de faire de l'animation politique en termes d'ordre et de discipline. Ça a surtout permis d'obtenir la stabilité, d'accord? Ça a permis d'obtenir la sérénité sociale sans laquelle rien n'était possible. Donc, de ce point de vue-là, le choix de cette option idéologique n'était pas mal pour nous. Maintenant, du point de vue économique, il fallait qu'on aille voir. Mais quand vous creusez dans le fond, la première puissance économique de la planète aujourd'hui, c'est la Chine. Mais elle n'a utilisé que cette option. On ne peut pas me dire que c'est une mauvaise option. Et l'option capitaliste que nous voyons aujourd'hui, vous connaissez les pays, les États-Unis, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, vous pensez que c'est elle qui nous correspond réellement, ou aujourd'hui tout se fait avec de l'argent? Tout. Personne ne pense à quoi que ce soit sans penser à de l'argent. D'accord? Et que l'État doit garantir ci ou ça. Ce n'était pas évident. Vous voyez un peu. Donc, le choix de cette option n'était pas mauvaise. Mais en fait, comment nous l'avions animée? Quels étaient les acteurs qui l'ont animée? Quel était leur degré de culture sur cette option? Quelles étaient les marges de manœuvre dont ils disposaient? Et au total, ça a produit quoi? C'est vrai que nous avons quitté le champ politique, vous êtes revenu à l'économie. Aujourd'hui, est-ce que la progression est bonne sur le plan politique? Aujourd'hui, vous parlez de quelle période? Nous sommes en 2020. En 2020. Non, je vous ai dit, chacun de nos dirigeants s'est illustré d'une manière ou d'une autre. Si vous prenez par exemple le général Mathieu Kérékou, et là, je nous vois maintenant dans la période démocratique, donc de 91 à aujourd'hui. Il est resté beaucoup plus dans l'apaisement, s'étant présenté comme un homme de paix. Du point de vue économique, bon, c'était sa grande faiblesse, il a fait ce qu'il a pu. Mais du point de vue stabilisation,
fonction politique, faire en sorte que les institutions démocratiques mises en place puissent fonctionner. Or, le président Soglo, il l'a fait, on était au début, à sa façon, mais avec de belles prouesses économiques, tenant compte du contexte sociopolitique de l'époque. Donc, voilà ce que ces deux chefs d'État ont fait. Le président Boni Yayi a beaucoup plus développé une économie politique axée sur le social. D'accord? En ce moment-là. Et puis, beaucoup de communication dans tout ce qui était fait. Et on croyait sous lui beaucoup plus en l'État providentiel. À partir de 2016, le Béninois découvre un mode de gestion de l'État auquel il n'est pas habitué. L'État ne distribue plus de l'argent en désordre, donc c'est devenu comme une politique de droite. Nous y contribuons tous, on va racler jusqu'au dernier centime pour pouvoir mettre beaucoup plus dans l'investissement plutôt que dans le fonctionnement. Étant entendu que c'est l'investissement qui crée le développement. Est-ce la bonne option, la meilleure option pour notre pays aujourd'hui? Non, moi je crois que ce qui est important, c'est de juger, d'accord, les options au résultat. Il faut que Patrice Talon finisse réellement ses 5 ans. Il a déjà fini, mettons qu'il a déjà fini les 5 premières années, puisqu'il reste quelques mois. Oui, si vous observez, à mon avis, c'est toujours discutable, et puis chacun voit ce qu'il veut voir. Patrice Talon a fait de prouesses essentiellement sur 3 points. Le premier, la stabilisation de l'énergie électrique. Je vous parle de là où moi j'habite. Il y a longtemps qu'on ne nous a plus coupé. Ça, je vous parle de constat et de vécu. Je ne parle pas de ce qui est imaginaire. Ça, c'est du vécu. Il y a longtemps que j'ai été coupé. J'habite au Godomé. Ça, il l'a fait. En matière d'apporter de l'eau, il a aussi fait. Beaucoup de villages de localités reculées ont eu de l'eau potable. Vous vivez à Cotonou, peut-être ça ne vous dit rien, mais quand vous allez dans le Bénin profond, c'est beaucoup de choses. Donc, il a relevé ce défi-là. Eau et énergie. Dans ce secteur, je crois qu'il a été bien. Un peu mieux que les autres. Ensuite, l'asphaltage, on n'était pas habitué. On est habitué au fait que les grandes voies soient bitumées. Mais il y a aussi les petites ruelles de quartier, des voies que nous n'avons jamais imaginées. Qu'elles pouvaient être bitumées de nos vivants, sont bitumées aujourd'hui. Je vous en prie, observez, vous allez voir. Il y a plein de voies qu'on peut vous indiquer. Je ne dis pas que c'est tout. Je ne dis pas que là, il a 100% qu'il faut applaudir, que bon, c'est fini, on va s'aplatir. C'est pas ce que je dis. Mais je dis qu'en termes de prouesse, c'est génial. C'est ce qu'on peut identifier tout de suite. En termes de gestion des finances publiques, de l'assainissement des finances, de remise en route du système économique, de sorte que le secteur primaire produise également. Meilleure prouesse en matière de coton, en matière d'agriculture, c'est sous Patrice Talon. Il ne pouvait en être autrement, puisqu'il est un acteur du secteur. Ça, c'est le moins des services qu'il pouvait nous rendre. Et il a bien rendu. D'accord? J'ai moins vu un secteur secondaire assez dynamique. Et je m'attendais à voir beaucoup plus un secteur tertiaire dynamique. Qu'est-ce que nous exportons aujourd'hui? Nous exportons très peu. Alors, je crois que la faiblesse de Patrice Talon, selon moi, sa faiblesse, c'est en fait du point de vue gestion de l'état, fonctionnement des institutions, à faire en sorte qu'il y ait réellement de l'apaisement. Et que tous les Béninois en conviennent que du point de vue démocratique, on a fait beaucoup de prouesses. Ça, c'est sa faiblesse. Or, ça n'a jamais été la faiblesse. Non, parce que sous Yaéboni aussi, il y en avait à dire. Il y en avait à dire, hein. C'est pas qu'il n'y a pas à dire. Mais sous le général Kérékou, on n'avait pas connu ce problème-là. C'est pour ça que je vous dis que chacun de nos chefs d'État, avec ses forces et ses faiblesses. Joël, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Voilà, docteur Aimé Tchefa, vous avez la conclusion, puisque en termes de bilan, vous avez en même temps parlé du bilan politique, économique, en même temps social avec les différents chefs d'État. Vous avez la conclusion. Oh, est-ce que réellement... nous avons abordé tous les sujets. On a fait des bilans. On n'a pas eu à faire quelques angles. On n'a pas eu à faire de bilan. Le temps est parti trop vite. C'est donc la preuve que l'émission est intéressante. Non, ce que je voudrais dire, 60 ans d'indépendance, je crois que
chacun de nos dirigeants et chaque Béninois a eu le temps de faire le bilan à son niveau. J'ai suivi le chef de l'État hier et ce que j'ai aimé dans son discours, il a fait un clin d'œil aux acteurs de la santé parce qu'il a compris que c'est important. Il a fait un bilan global des 60 années de gestion, 6 décennies, sur l'état de la nation. Dieu a fait que c'est sous son mandat que c'est arrivé. Donc, il a dit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et lui-même a relevé les prouesses économiques que nous devons faire. Maintenant, est-ce que nous sommes réellement indépendants? De quel point de vue le sommes-nous? De quel point de vue nous ne le sommes pas? Que je vienne ici en costume, en tant que sociologue, et que je vous dise que nous sommes indépendants, c'est sûr que vous ne me prendrez pas au sérieux. Donc, je me suis habillé à dessein. Mais l'indépendance, j'aurais souhaité que ce soit une indépendance beaucoup plus culturelle, parce que culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Retournons-nous mieux vers nos cultures, donnons plus un sens endogène au développement pour que l'endogénité soit le ciment ou le terreau du développement. Intéressons-nous mieux à nos langues pour mieux les enseigner à nos enfants. Faisons en sorte que nous ayons une monnaie sous-régionale réellement indépendante des autres pays colonisateurs, parce que la monnaie est la meilleure expression de l'économie, et faisons en sorte que nos armées soient vraiment des armées africaines républicaines qui ne servent que nos États. Fermons les bases militaires, on n'en a plus besoin. Supprimons maintenant le franc CFA, on n'en a plus besoin. Justement, ce qui est en cours, faisons plus d'émissions. Non. Écoutez, je ne crois pas en l'écho. On va revenir sur ça. Que ça se fait, notre émission reviendra tel sur ça. que ça se fait, ce n'est que le changement de la dénomination CFA. C'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin d'un outil beaucoup plus fédérateur. Par rapport à la sous-région économique CEDEAO, Nigeria et tout, ou UEMOA, ça dépend de ce que nous choisissons. Mais je crois qu'on a choisi CEDEAO et qu'on fonctionne réellement avec cela. Imaginez le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, tout ça, dans un même ensemble économique, en train d'utiliser une seule et même monnaie. Ce serait magnifique. Et c'est à cela que je nous convie, pour que notre indépendance soit effectivement une indépendance qui se vive au quotidien et non une indépendance qui reste sur papier. Je vous remercie. Vous avez tout dit. Merci à vous, docteur Aimé Tchefa. Je rappelle que vous êtes sociologue et politique. Vous êtes chercheur au Centre d'études prospectives en Afrique pour le développement et CEPAD. Avec vous, nous avons évoqué rapidement sur cette émission le contexte historique de l'indépendance des États africains. Également, on a jeté les bases d'analyse sur le bilan du parcours en 60 années. Merci à vous, Joël. Merci, Joël. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très prochainement.